Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer dans 5 petites minutes. Il nous manque un intervenant qui est pas loin. Il était là tout à l'heure. Donc je vous propose qu'on commence dans 5 petites minutes. OK ? Merci. Nous, on est au complet. On va bientôt commencer. On va commencer en fait. 5 minutes, ça va, c'est correct? Non? Vous êtes bon? On va peut-être fermer les portes. Je voulais voir un truc. Redouane n'est pas là. Mais Adil. Bien. C'est bon. Parfait. Merci. Je les couperai. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ensemble pour parler de digitalisation. Pour parler de digitalisation et de logistique et comment la logistique fait face aux enjeux, aux évolutions technologiques et aux évolutions des pratiques digitales. C'est un sujet très vaste. Alors on est ensemble pour 1h30, on aurait pu rester 3 heures, toute l'après-midi, tellement le sujet est vaste. On va essayer de le cerner et de vous apporter le plus de réponses possibles. Et pour ça, je vous propose de poser un certain nombre de règles du jeu avant de commencer la conférence. Première règle du jeu, on va vous proposer de nous interrompre. On va vous proposer de poser vos questions pendant nos interventions plutôt que de vous parler pendant 1h, 1h10 et de prendre vos questions à la fin. On va vous proposer d'être un peu plus interactif. Okay ? Guidez-nous avec vos questions. Si vous avez des sujets que vous voulez nous entendre, n'hésitez pas, levez le doigt. On prendra le plus de questions possible. Et on va essayer d'être le plus interactif possible. Okay ? Pour vous parler de ce sujet très vaste, alors nous avons avec nous, on va commencer par Rita. Rita Ben-Othman, qui est chef de département transformation digitale de l'économie à l'Agence du développement du digital. Nous avons Adil Reissouni, qui remplace au pied levier Ridouane Boulaïch, qui est donc de Tangemed et qui est le Port Community System Manager. Il a digitalisé toute la pratique portuaire chez Tangemed et il nous parlera de son expérience. Nous avons Mehdi Jacani, qui est directeur e-commerce transformation digitale de Kitea Group, qui lui aussi a une expérience très très longue, et je vous en reparlerai, dans la digitalisation des entreprises dans le monde du retail principalement. Okay. Nous avons Jérôme Fleury, qui est le président de Wixia. Wixia, qui est une entreprise qui
met les systèmes en relation et crée des plateformes collaboratives. Et enfin, nous avons Arnaud de Moissac, qui est le cofondateur et CEO de DC Brain, qui est une entreprise qui a créé un jumeau numérique des supply chains pour ses clients, et qui est aussi l'animateur du laboratoire digital de France Supply Chain. Et donc, c'est lui qui anime tous les débats au sein de l'association France Supply Chain autour des technologies et de la digitalisation des supply. Pour ma part, moi, je suis Patrick Remord. J'ai la chance d'avoir vécu 10 ans au Maroc et d'avoir vu naître le secteur de la logistique. Je suis arrivé en 2004, reparti en 2014. J'ai assisté à la restitution du rapport de la Banque mondiale sur l'état de la logistique au Maroc, qui a été le véritable détonateur et la création de ce secteur. À l'époque, quand je suis arrivé au Maroc, quand on demandait au téléphone un directeur logistique dans les entreprises, on nous passait le directeur informatique, on nous passait le directeur des transports, on nous passait le directeur commercial. Le poste, la logistique n'existait pas à l'époque. Depuis, quel chemin accompli. Aujourd'hui, je m'occupe des activités industrielles et logistiques chez JLL et j'intègre le conseil supply chain, le conseil immobilier, le financement des opérations immobilières, les process et la construction des bâtiments. Donc, et j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec vous. Alors, ma première question est pour vous, Rita. Digitaliser une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous accompagnez aujourd'hui à l'agence de développement du digital les entreprises, et le parcours digital pour digitaliser une entreprise, c'est quoi? Comment ça se passe? Merci Patrick. Bonjour à tous, chère audience. Je suis ravie d'être parmi vous pour ce panel aujourd'hui. Donc, avant tout, le digital est un levier de création de richesse, de croissance à fort impact socio-économique, parce qu'effectivement, il investit toutes les strates de la société et permet des gains tant au niveau de l'administration que pour les citoyens et les entreprises, en l'occurrence, qui est le sujet de notre débat aujourd'hui. Nous sommes vraiment disruptés de manière continue par l'univers numérique qui nous entoure, par les différentes technologies qui connaissent une croissance vraiment fulgurante. Cela dit, cette disruption, eh bien, elle permet aussi également de transformer la position concurrentielle d'une entreprise. Donc, on a aujourd'hui face à nous, et consommateurs que nous sommes, on est de plus en plus connectés, on est de plus en plus sur Internet, on est tous équipés par un téléphone mobile, etc. Et donc, on est à la recherche de l'information. Donc, l'entreprise aujourd'hui n'a plus d'excuses. Pour être à l'écoute et pour gagner ce zéro moment of truth tel que le décrit Google, eh bien, il faut se digitaliser pour gagner en position et être compétitif par rapport aux confrères. Se digitaliser, pardon, on parle de quoi? D'un ERP, par exemple? C'est la bonne question, parce que se transformer digitalement, dans le mot transformation digitale, on a avant tout et en grande partie transformation. Il faut transformer et venir s'outiller par un ERP ou autre qui va permettre d'avoir un peu le pack complet. Et c'est pour cela qu'il est vraiment essentiel d'avoir une stratégie qui est structurée, qui commence d'abord par étudier de quoi a-t-on besoin. Il est essentiel de bien identifier ses priorités, ses objectifs. Certaines entreprises vont vouloir plus améliorer les processus en interne, d'autres seront plus concernées par améliorer l'expérience client. Donc il est vraiment essentiel tout d'abord d'identifier qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut arriver. Okay. Alors, petite question à l'audience. Vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Moi aussi, je vais vous poser des questions. Première question, WMS, à qui ça parle? Levez la main. Un WMS, ok. Pour ceux qui ont levé la main, c'était un piège. Dans vos entreprises, qui exploite un WMS? WMS comme Warehouse Management System, l'outil, le système d'information qu'on utilise pour gérer l'entrepôt. Combien l'utilisent dans vos entreprises? Un peu moins, ok. TMS, ça dit à qui un TMS? Ok, n'hésitez pas. Transport Management System. Et le petit dernier,
L'OMS, alors c'est pas l'Organisme mondial de la santé, celui-ci. L'OMS, ça dit quelque chose? Merci. Il en fallait un. Order Management System, c'est le dernier né. Arnaud, tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'on digitalise dans la supply chain aujourd'hui? On va se faire passer les micros. Ouais. Vas-y, il marche, il fonctionne. Ouais. Là, normalement, ouais, ça marche. Alors, c'est une très bonne question, évidemment. Je ne vais pas revenir sur les acronymes tout de suite, de l'OMS, du TMS et du WMS. Il y a un peu deux axes dans la digitalisation pour moi. Le premier, c'est suivre le réel. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes stocks? Où sont mes colis? Enfin, donc, comment on suit ce qui se passe réellement dans la supply? Et le deuxième volet du digital, c'est l'efficacité, les process. C'est comment est-ce que je m'équipe d'outils pour mieux travailler. Quand vous faites de la compta, par exemple, vous faites du digital. Vous allez suivre votre chiffre d'affaires, vous allez suivre vos stocks, vous allez suivre les payes des collaborateurs, vous allez faire ce genre de choses. Bon, ben, pourquoi ne pas le faire pour les stocks avec, pourquoi pas, un WMS? Pareil, quand vous faites de la compta et qu'à la fin, vous réconciliez toutes vos écritures, généralement, vous ne le faites pas que sous Excel, vous avez un logiciel. Mais en fait, on peut aussi l'appliquer au dur de la supply, au transport, au stock, et à la relation avec ses fournisseurs, avec ses clients, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a les données et les outils. Et une fois qu'on a dit ça, on peut vraiment partir assez loin. On peut aller de j'utilise ça pour faire du stratégique, où est-ce que je vais placer mon futur entrepôt, à faire de l'opérationnel, j'optimise mes tournées pour livrer mes colis et je mets un peu de tracking dessus pour suivre la position de ces différents colis. Et puis on remonte au niveau tactique en disant finalement, est-ce que je suis capable de me projeter? Dans 2 mois, j'ai ça qui va arriver. Comment je vais être capable de réagir face à cette variation et à ces événements? Et peut-être, pour reprendre ce qui était dit ce matin par Yann Leferaudy et également par Monsieur le Ministre, on a tous vécu la rupture et l'évolution des supplies post-Covid. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais beaucoup le slide de Yann, bon, je ne suis pas très objectif, hein, mais on voyait Jack Nicholson qui devient un peu fou là, en 2022. La question qu'il faut se poser, c'est maintenant que la supply est à peu près imprévisible, sous contrainte, avec de plus en plus de contraintes, avec de plus en plus de complexité, des fournisseurs partout, voilà, de l'omnicanalité, etc., est-ce bien raisonnable de penser qu'on va être capable de gérer cette supply sans savoir où sont les choses, donc sans données, et sans outils pour simuler et se projeter, autre que Excel ou sa tête? La réponse est on peut peut-être y arriver, mais ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. Donc le digital, c'est vraiment pour moi ces deux pôles et qui sont vraiment devenus extrêmement, pas précieux, mais presque incontournables quand on voit l'évolution des supplies depuis 3-4 ans. J'aurais pas tenu le même discours il y a 5 ans, je pense. Ok. Jérôme, la data, j'ai compris, donc la data, les outils, mais il faut qu'ils se parlent. Ça se parle vraiment aujourd'hui, les outils? On arrive à interfacer au-delà du mapping, champ à champ, etc. Alors oui, ça se parle et c'est une obligation. Justement, ces outils pour digitaliser la supply chain, WMS, TMS, OMS, un WMS tout seul, ça ne va pas apporter énormément de choses si on ne le connecte pas aux autres systèmes de l'entreprise ou dans un écosystème, dans cette fameuse supply chain. De la même façon, le principe même d'un OMS, ça va être de piloter différents sites d'entrepôt et donc différents WMS potentiellement pour être plus efficace, plus efficient et préparer la commande au plus proche et en temps réel pour le consommateur. Donc les systèmes entre eux sont obligatoirement connectés pour avoir une digitalisation efficace. Ensuite de ça, dans cette supply, il faut justement, de la matière première jusqu'au consommateur final, faire communiquer les entreprises entre elles et pour être efficace sur l'ensemble du flux et répondre aux besoins des clients. Donc c'est évident. Alors, et les outils ont beaucoup évolué, y compris sur ce qu'on appelait tout à l'heure la tuyauterie entre les systèmes, mais les plateformes ont évolué. On avait des plateformes EDI, historiquement, sur du transactionnel classique, commande, BL facture.
Et aujourd'hui, ensuite on est passé par des plateformes EAI qui connectaient justement les systèmes entre eux de façon avec des flux de données beaucoup plus importants. Et aujourd'hui, on est sur des plateformes qu'on appelle des iPaaS, Integration Platform as a Service. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de déployer dans une communauté très importante, des outils via des API pour mettre en place ces systèmes connectés et ces centaines, milliers d'opérateurs qui font la supply sur toute cette chaîne. Adil, vous avez digitalisé les process de Tangemed, de la communauté portuaire de Tangemed. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, exactement. En fait, nous, à Tangemed, d'abord, on a nos propres systèmes d'information pour gérer les opérations portuaires. Mais après, on est parti pour venir interagir avec toutes les parties prenantes dans le port pour encore mieux optimiser les processus portuaires en permettant un partage de données entre tous les stakeholders de l'écosystème, permettant une saisie unique, on partage de données instantanées, sécurité de la donnée parce qu'on la prend à la source même. En plus du Port Community System qui est notre front office de toute la communauté portuaire, il a permis une simplification très efficace des processus et une optimisation du passage portuaire. Alors, ce que je peux aussi rebondir sur d'autres points qu'on vient de solliciter, c'est que la digitalisation, qu'est-ce qu'on veut dire par la digitalisation? Parce qu'avant, on voulait juste enlever le papier, avoir la saisie unique, mais maintenant, on va utiliser toutes les nouvelles technologies de l'IT, la AI, la blockchain, pour aller encore chercher toute opportunité d'optimisation. Et on peut même avoir des technologies disruptives qui vont vraiment changer la manière dont on partage. Comme on vient d'en parler, avant on avait des tuyaux, après on a fait de l'EAI, après c'est EAI SaaS, maintenant on a la blockchain qui permet de encore décentraliser le contrôle et tokeniser des objets de valeur pour encore mieux optimiser les processus. Il y a les API, une autre solution pour le partage de données, c'est chercher l'opportunité business en utilisant les Information Technology Solutions. Alors là, on devient technique. On devient très technique. Et avant de faire un premier tour de micro, j'aimerais rebondir avec vous, Mehdi. Vous avez digitalisé dans le monde du retail. Ça veut dire que des gens qui avaient des magasins, que ce soit chez Marjane, chez Electroplanète, aujourd'hui chez Kitea, vous avez créé un parcours client. On est plein dans l'omnicanalité. Okay, donc, grosso modo, c'est grâce à vous que les logisticiens s'arrachent les cheveux. C'est ça l'histoire? Donc, bonjour. Alors, est-ce qu'ils s'arrachent les cheveux? Pas du tout. Non. Non, parce que dans un premier temps, réussir le pari de créer l'omnicanalité dans une entreprise classique, c'est d'essayer de créer des process qui vont venir s'insérer dans les process, on va dire, connus et habituels. Donc déjà, on ne veut pas enrayer la machine, on veut se faire accepter. Dans le monde du retail, vous savez, le digital et l'e-commerce, c'est un petit peu le frère qu'on n'aime pas, parce qu'il vient nous piquer un petit peu nos parts de marché et nos ventes. Alors l'idée principale, c'est de réussir, on va dire, le change management, donc changer l'état d'esprit dans l'entreprise pour faire accepter les nouvelles méthodes, les nouveaux process et surtout les outils. Donc, réussir à créer l'omnicanalité dans l'entreprise retail, ça passe déjà par une levée de ces préoccupations de la population qui va travailler justement sur les commandes. Mais avant tout, il faut qu'il y ait un consensus sur l'ensemble de la chaîne décisionnelle de l'entreprise pour porter les projets. Donc, une fois que le top management a bien compris à quoi sert donc, la digitalisation et à quoi sert d'avoir un canal digital e-commerce et comment il peut venir contribuer à la valeur créée dans l'ensemble de l'entreprise, c'est déjà une première brique de gagner. Ensuite, les outils sont là. On a parlé donc d'OMS, on a parlé de WMS, TMS. Donc, il y a des entreprises qui en ont et des entreprises qui n'en ont pas. Et quand on n'en a pas au niveau digital, il va falloir le créer à sa propre échelle pour justement essayer d'amener des commandes, d'amener un flux supplémentaire qui va être simple d'usage.
Donc, une des clés de succès pour créer de l'omnicanalité dans les entreprises, c'est d'arriver avec des solutions qui sont conçues avec les utilisateurs. Donc, le premier pari était de pouvoir embarquer des personnes qui allaient donc, travailler sur notre logistique et leur démontrer que l'outil que nous proposons est un outil qui a fait ses preuves ailleurs, qui est aussi adapté à l'entreprise et qui est justement capable de fluidifier le travail au lieu de le complexifier. Donc typiquement, pour le cas d'Electroplanète, par exemple, on a réussi à faire dans un premier temps du click and collect sur les stocks du magasin. Donc avec les bonnes connexions entre, on va dire, la plateforme de vente en ligne, l'ERP sur la version magasin et le parcours normal dans l'ERP de préparation des commandes. Nous avons rajouté une petite couche simple OMS, ne serait-ce que pour communiquer l'information aux personnes qui vont préparer la marchandise, mais aussi donner un statut de livraison ou un statut de préparation aux clients qui se présentent. Et ça s'est arrêté là. Attends, Mehdi, pardon, je vous coupe 2 minutes. Qui commande en click and collect dans la salle? Levez la main. Qui c'est qui passe des commandes sur Internet et particulièrement en click and collect? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer votre commande, on vous dit vous allez avoir ce produit, vous arrivez en magasin, on dit désolé, rupture. Ouais. Les stocks sont toujours faux. Les stocks sont toujours faux. Très très bonne question. Et ça, que ce soit en click and collect ou en ship from store, hein, ce sont des acronymes pour simplement dire que nous travaillons avec les stocks du magasin. C'est là où justement la conduite du changement et la transformation digitale doivent vraiment prendre son emprise sur le sujet, parce que pour que les stocks ne soient plus faux, il faut les bons outils, la bonne formation, la bonne rigueur chez les ressources et le bon suivi et les KPI derrière. Plus ils sont automatisés, plus on est capable de cibler les produits problématiques, parfois même les rayons ou les chefs de rayon problématiques, et réussir à justement s'assurer à ce que les stocks système égale le stock physique, et il est là justement le nerf de la guerre. Pour illustrer le propos, vous voulez acheter un pack d'Ensaïs, ok, 6 bouteilles. En fait, le magasin, quand il commande 1. Mais en fait, c'est 6 bouteilles. Et donc, lui, il gère un stock avec 1, pas avec 6. Et vous, sur le site, vous commandez 1 bouteille. Donc, vous voyez le problème de stock? Il est simple. Bah, c'est ça, tous les jours, vous le multipliez par un nombre de références incroyable et vous avez des problématiques de gestion de stock. Question à toi, Arnaud. Est-ce que tu penses qu'on peut aujourd'hui gérer une supply chain sans outils, sans digital? Alors c'est très compliqué, mais pour être tout à fait... en fait, en entendant le panel, je me disais qu'il y a un très gros niveau de maturité digitale dans ce panel. Bah oui. Donc très bon choix de panel. Mais ce qu'on voit par exemple chez France Supply Chain, c'est qu'on a vraiment, dans les 450 entreprises adhérentes, on a vraiment tous les stades de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont comme seul outil, j'exagère pas, comme seul outil digital Excel. Voilà. Alors c'est généralement, ça va être des petits transporteurs, ça va être des petits chargeurs, ça va être des gestionnaires d'entrepôts, etc. Et puis on a des grands groupes qui ont tout le panel, avec de l'AI, de l'optimisation, du forecast, pourquoi pas des expérimentations en blockchain, de la traçabilité, enfin la totale, avec des trucs étendus avec les clients, les fournisseurs, tout ça. Bon. Et donc la réalité, c'est que c'est très hétérogène et que malheureusement, la maturité n'est pas nécessairement corrélée aux besoins de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont en avance, voire un peu trop en avance, et d'autres, en général trop en avance, mais d'un point de vue des coûts du système. Hein, et puis d'autres qui sont clairement en retard et ça leur coûte de l'argent et ça leur coûte des parts de marché. Donc, je pense qu'il y a un point crucial dans ce que vous disiez, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la donnée, on s'est rendu compte dans les groupes de travail de France Supply Chain que finalement la donnée, ça doit pas être lié à un cas d'usage, enfin le déploiement, la capture de la donnée, ça ne doit pas être lié à un retour sur investissement immédiat. Il faut de la donnée. À un moment, choisissez par quoi vous allez commencer, mais commencez à collecter de la donnée et à la déployer, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, si on ne se contente que de collecter de la donnée et la laisser dormir dans un data lake ou un truc comme ça, enfin une grosse base de données,
on crée ce que moi j'aime bien appeler un cimetière de la donnée. C'est-à-dire qu'une donnée qui n'est pas utilisée, elle est morte, elle est mauvaise. Enfin, point barre, cherchez pas plus loin. Si personne l'utilise, elle est mauvaise. Quand le jour où vous allez l'utiliser, vous allez voir qu'elle est truffée d'erreurs. Donc en fait, c'est là où on reboucle sur l'utilisateur, c'est que dites, je vais mettre du budget pour déployer la donnée, et tout de suite, rendez cette donnée utile, idéalement aux gens qui la produisent, et là, vous enclenchez un cercle vertueux, et là, vous commencez à digitaliser. Et là, tu peux te dire, je commence ma digitalisation, et je commence à avoir des effets concrets, parce qu'on est tous pareils dans la supply, c'est pas le luxe, on n'a pas voilà, des milliards sur le compte en banque. Quand on fait quelque chose, il faut que ça rapporte. C'est un peu la difficulté d'initier en fait, ces transformations numériques. Alors, je ne parle même pas du change management et tout ça, je pense qu'on va revenir là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Oui, ça répond bien, merci. Rita, j'ai juste envie de faire un pas en arrière. On parle de digitalisation de l'entreprise, de la supply chain particulièrement. Tu es rentré directement dans le sujet, Arnaud, en disant commencez par stocker la donnée, réfléchissez à votre projet, partez du client, mais stockez la donnée. Mais en fait, est-ce qu'on commence direct, bien en tête, par stocker la donnée? C'est quoi votre conseil, Rita? Je suis une PME marocaine, je veux me digitaliser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi les premières étapes? Tout à fait, effectivement. La première étape serait de faire un bilan, un diagnostic, comme a dit Arnaud. Enfin, les entreprises n'ont pas tous le même niveau de maturité. Donc, c'est essentiel de faire d'abord un point sur ce qu'on a, sur ce qu'on veut faire, sur nos objectifs et nos priorités. Et pour cela, donc, côté ADD, on a lancé récemment, enfin, plus précisément durant le JITEX qui a eu lieu il y a 2 semaines, la plateforme Muqawala Raqmiya, donc c'est MOUKAWALA-RAQLAN-MYA pour muqawalaraqmiya.gov.ma pour ceux qui souhaitent la découvrir, et donc qui permet à toute entreprise de différentes tailles mais aussi de différents secteurs d'activité de réaliser une évaluation de leur maturité digitale et aussi donc, de pouvoir se positionner par rapport au niveau conçu dans ce système-là et avoir des recommandations qui sont adaptées. Ça peut aller de l'Excel vers un ERP très sophistiqué. L'essentiel, c'est que chaque entreprise, selon ses aspirations et son niveau de maturité, donc, aura droit à des recommandations ou un kit pour pouvoir commencer son parcours de digitalisation. Et on y propose 2 parcours, un parcours simple pour ceux qui souhaitent d'abord découvrir et un parcours plus complet avec on va dire une customisation ou une personnalisation selon le secteur d'activité. On couvre actuellement 8 secteurs, dont un secteur très connexe à notre thématique d'aujourd'hui qui est le secteur du transport. Et voilà, avec aussi une information sur les différentes ressources disponibles, que ce soit des ressources mises à disposition par l'Agence de développement du digital ou encore des ressources qui sont offertes par les acteurs de l'écosystème. Donc le premier point, effectivement, serait de faire ce diagnostic de maturité digitale et voilà, tracer ces prochaines étapes. Le fait de former ces équipes, et Mehdi a évoqué un point très essentiel tout à l'heure, celui du change management, c'est très essentiel. On ne peut pas faire une stratégie sans impliquer les différentes parties prenantes. Et par parties prenantes, je veux dire bien sûr les équipes en interne, que ce soit les équipes SI ou métiers, ou encore, pourquoi pas, le consommateur final, pour répondre au mieux à ses aspirations, à ses attentes. Donc faites le bilan. Connectez-vous sur la plateforme. Combien d'entreprises se sont déjà testées, ont entamé la démarche? On a 250 entreprises qui y sont déjà. Et combien du transport? Transport est encore un peu... Chouïa. Exactement. Ok. On espère bien en avoir d'autres après cette séance. Voilà, message à l'audience. Si vous avez retenu le site, sinon faites vos recherches, connectez-vous à la plateforme et lancez-vous. Je pense que c'est intéressant d'avoir un regard neutre, extérieur, objectif sur l'état de votre digitalisation. Je veux rebondir sur le dernier message, parce que nous, suite au Covid, on a eu la consigne qu'il faut tout digitaliser au maximum. Il fallait même enlever le papier. C'est-à-dire on avait un banc de passage portuaire qu'il fallait enlever, remplacer en tag RFID. Et on a réussi ça, mais après tout le monde venait nous aborder, nous dire
on doit digitaliser, on a la consigne du management de digitaliser. Alors, je lui demande combien d'opérations vous faites. J'ai 100 opérations par an d'installation. On ne peut pas investir dans ça. Mais par contre, quand on digitalise et qu'on utilise la data, dans nos process, là, la data, on a toujours la remarque sur la data qui est pas correcte. Et là, la data, elle est fiabilisée avec le temps. Et là, on a de la vraie qualité de données si on utilise la data dans nos process. Je pense que ça, c'est le meilleur moyen pour avoir une data fiable. Est-ce que vous avez créé des postes de data steward? Vous avez des gens qui sont des data stewards ou pas? Non. Vous voulez dire Data steward, des gens dont le métier, c'est de veiller à la data, la qualité de la data, qui passent leur vie à faire des tests de cohérence, des tests justement sur la qualité de la data en permanence, sa complétude, etc. Dans ce sens exact, je ne peux pas me prononcer, je ne pense pas, mais nous, on a la data transactionnelle qui est utilisée et qui est contrôlée dans le process. Ça veut dire dans un passage portuaire, il y a les équipes d'exploitation et les équipes de facturation qui vont contrôler la data des équipes d'exploitation. Il y a les contrôles système, il y a aller chercher la data à la source pour ne pas avoir de la saisie et des erreurs. Et il y a les outils BI que les managements utilisent pour suivre l'évolution du business. Et tout ça, ça permet de contrôler la donnée. Ok. On parle beaucoup de data, Mehdi. La data dans un projet omnicanal, c'est quoi sa place? Et quelle est la limite? Alors, en Europe, on a les RGPD, où on protège vraiment les données personnelles et on est très réglementé sur le sujet. Comment ça se passe au Maroc? Au même titre que ce qui se passe en Europe, au Maroc aussi, nous sommes bien régis. Il y a la CNDP qui a un certain nombre de normes qu'il faut respecter, donc pour la protection des données, la collecte et la protection de données, et aussi leur restitution lorsque c'est demandé. Donc il y a un certain nombre de guidelines à suivre pour déjà, d'un point de vue consommateur, l'informer avec la politique de confidentialité pour qu'elle soit disponible et facilement lisible, donc pas dans un jargon juridique incompréhensible. Deuxièmement, il faut aussi être en mesure de mettre tous les moyens informatiques nécessaires pour bien protéger la donnée. Et sur un troisième volet, être en mesure de la restituer. Donc c'est un process à mettre en place au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, données consommateurs. Après, il y a les données d'usage, comme on parlait de data et de connexion entre les différents outils. Finalement, une activité omnicanale ou digitalisée, c'est un ensemble de process, idéalement régi par un système d'information qui est capable de mesurer le travail étape par étape. Et normalement, à chaque étape, on est capable d'y mettre des indicateurs. Et donc cette data-là, c'est là justement le plus grand bénéfice de la transformation digitale, c'est être en mesure de mesurer l'efficacité phase par phase dans un process. Et justement, c'est avec l'analyse de cette data qu'on est capable de se dire, OK, est-ce que nous sommes en train de faire la bonne chose ou pas? Et donc cette data aussi est à stocker, est à protéger, à utiliser et surtout ne pas la laisser dormir dans un data lake comme notre cher collègue nous l'a bien dit. Ok, donc finalement, si j'essaye de synthétiser ce que j'ai compris, si je veux digitaliser mon entreprise et on va dire ma supply chain d'une manière générale, en particulier, faire un état des lieux, ça paraît essentiel. Définir le projet avec les clients, à partir de ce moment-là, définir les datas dont je vais avoir besoin. C'est ça la troisième étape? Non, c'est définir les objectifs et les bénéfices. Ok, objectifs et bénéfices clients. Donc je construis avec mes clients, j'échange avec eux. Ça veut dire que dans le cas de Tangemed, vous avez parlé avec la communauté portuaire et vous avez mené le projet avec eux. Okay. Ah, il faut prendre le micro là, on t'entend plus. Oui. Un projet, que ce soit un système purement Tangemed back-office, il faut faire interagir toutes les parties prenantes en interne. Si c'est dans la communauté portuaire, exactement comme vous avez dit, il faut toutes les parties prenantes, les opérateurs, les lignes maritimes, les transitaires, les exportateurs, ça dépend du projet. Mais en impliquant toutes ces parties prenantes, chacun va lobbyer pour ses intérêts, on ne va oublier personne et on pourra trouver la meilleure optimisation possible. Et même l'implication après dans le projet. Parce que quand on a une solution,
il faut vraiment que les gens l'utilisent et se l'approprient pour qu'elle réussisse. Et quand on implique les gens dès le départ, ils se l'approprient, c'est vraiment le clé de la réussite. Alors autant dans une communauté portuaire avec un nombre limité de gens, je comprends. Dans le monde du B2C, on fait comment pour tester? On a des panels de clients? Comment on utilise les chefs de rayon? Ça marche comment? Il y a plusieurs techniques, hein. Si on veut faire de l'innovation totale et complète, il y a des techniques comme le design thinking, où voilà, on prend une idée simple avec une problématique et on essaie d'itérer avec les utilisateurs finaux sur l'idée. Mais après, parfois, il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude, hein. Il y a des benchmarks à faire, il y a des grands faiseurs qui ont réussi des challenges. Et l'idée, justement, c'est d'aller récupérer ces bonnes idées et de regarder à quel point elles vont s'adapter à notre besoin. Le plus important, c'est de définir le besoin. Parce qu'une problématique bien définie, elle est à moitié résolue. Et donc, une fois que nous avons un statement de ce que nous avons besoin, on part à la chasse aux solutions. Et s'il y a une solution qui est faite, on va dire clé en main, soit, on vient de gagner du temps. S'il faut l'adapter ou s'il faut faire du sur-mesure, dans ce cas-là, il y a des méthodes. On va inclure justement les utilisateurs dans la conception. Et cette phase de conception-là, il ne faut pas la négliger parce que justement, on peut faire fausse route au-delà de ça. C'est pour ça qu'il faut éviter des projets informatiques type cascade où il y a un effet tunnel, où on se retrouve à côté de la solution en bout de ligne. Donc il faut aller sur des méthodes éprouvées comme l'agile, où on itère, où on résout problème après problème jusqu'à avoir une solution complète. Donc, premier objectif, c'est de réussir à résoudre un premier problème critique avec une petite solution viable qu'on peut tester avec les utilisateurs, qu'ils l'approuvent. Une fois qu'elle est approuvée, on a un engouement autour de notre projet et on a de plus en plus d'aide pour le faire croître et le faire avancer. Ok. Donc, je reviens. Oui, bien sûr. Je teste l'interruption. J'ajouterais qu'un utilisateur, ce n'est pas forcément un utilisateur externe. Ça peut être un utilisateur interne. Je vais prendre un exemple tout bête, suivi de colis. Si c'est pour un utilisateur externe, ça permet de dire au client, en fait, votre colis est là, il arrive dans tant de temps, etc. Si c'est pour un utilisateur interne, ça peut être, je veux mesurer le CO2 émis par colis. Et ça, c'est beaucoup plus de données, beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut être capable, par exemple, de faire le lien entre mon colis passé par là et il a pris tel camion. Parce qu'en fait, le CO2, ça dépend du camion. Et généralement, nous, côté de mon entreprise, à chaque fois qu'on monte un jumeau numérique, le premier échec, c'est j'ai les colis dans une base d'un côté, les camions dans une base de l'autre, aucune clé entre les deux. On est incapable de savoir quel colis a pris quel camion. Donc on ne peut pas faire de mesure de CO2, par exemple. Ça a l'air d'être deux cas identiques de suivi de colis, mais ce n'est pas les mêmes utilisateurs. Jérôme, Wixia, vous êtes dans 10 pays, je crois. Donc vous menez des pays au Maroc, vous menez des pays en France, ailleurs en Europe. Vos projets de connexion de systèmes, etc., tu vois des disparités, une fois de plus, de maturité, de type de système que vous interfacez? Alors, clairement, mais attention, y compris en Europe, la maturité est très disparate, hein, et on n'a pas forcément des systèmes qui savent communiquer où la data est suffisamment de qualité pour communiquer de façon automatique. Et donc justement, ces solutions iPaaS aujourd'hui permettent d'adresser différentes typologies de digitalisation du flux. Donc via des transactions classiques entre systèmes ou entre entreprises, mais aussi via des portails ou via des solutions dites alternatives, hein, typiquement de lecture de PDF pour aller les réintégrer dans des systèmes. Hein, voilà. Et forcément, dépendamment de la maturité des entreprises et de là où on se trouve, hein, on est aussi beaucoup en Asie du Sud-Est, par exemple, où on va avoir beaucoup de flux digitaux, mais peu de systèmes de gestion au final. Hein. Donc on s'adapte et on traite quand même le flux de façon automatique pour capter la data, pour la transmettre, la travailler et la réadresser. Arnaud, dans la commission que tu présides à France Supply Chain, quels sont les sujets que vous adressez en ce moment? Sur quoi vous travaillez? Quels sont les sujets hype, entre guillemets, que vous regardez? Alors, en ce moment, on fait un travail qui n'est pas super glamour.
Parce qu'à l'origine, il y a des chantiers en fait, dans le lab digital et technologie. Et ces chantiers sont généralement très techno. Donc il y a intelligence artificielle, donc c'est moi qui m'en charge. J'adore l'IA. Et il y a RPA pour automatiser les process de collecte et de traitement de la donnée. Il y a traçabilité, il y a des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que chacun traitait des cas d'usage dans ces chantiers, qu'il y avait des cas d'usage évidemment en commun et qu'on avait du mal déjà à les partager entre nous, alors que bon, on n'est pas non plus 200 000, et du coup on avait encore plus de mal à les partager avec le reste de l'association. Et donc là, tout le travail qu'on fait, c'est de remettre à plat tous les cas d'usage, et plutôt que de dire j'ai des technos et j'essaie de faire des cas d'usage comme ça, on a renversé la matrice et puis on a mis les cas d'usage et on voit quelles technos sont impliquées dedans. Donc c'est pas super glamour, mais c'est hyper intéressant et on est en train de se faire un référentiel de cas d'usage terrain, parce que chacun des cas d'usage, c'est des choses qui ont été portées par des adhérents dans les chantiers. Et ça, c'est partageable, c'est enrichissable par les autres, etc. Alors quand même, quelques cas d'usage classiques, tout ce qui est intelligence artificielle, optimisation, forecast, simulation, ça, il y a pas mal de choses autour de ça. Le plus glamour, c'est qu'on commence à regarder, est-ce qu'avec ChatGPT, on arrive à faire des trucs dans un supply? Bon, ça, c'est plus pour rigoler, mais parce qu'en fait, concrètement, on ne sait pas encore complètement... voilà. Il y aura des choses à faire, mais... et puis, il y a des choses comme smart contract, comment j'arrive à mieux contractualiser avec mes fournisseurs, suivre mes contrats d'un point de vue légal. Ça va être évidemment de la traçabilité, ça va être tous les problèmes d'entreprise étendue. Voilà, ça c'est... Je ne sais pas si c'est hype, mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi présent. Au fur et à mesure que en fait, la maturité augmente, ça prend tout de suite une importance exponentielle, quoi. Oui, Adi. C'est exactement, moi, il a dit le terme magique, c'est qu'il faut trouver les bons use cases. Nous, par exemple, au port, on a eu des use cases super, à grande valeur ajoutée, avec des technologies basiques. C'est vraiment pas la technologie pour la technologie, mais la technologie pour de la vraie valeur ajoutée. Et on a eu une application qu'on a développée pour la priorité des mouvements des navires et la réservation des mouvements de navires, qui a permis de sauver beaucoup d'argent aux lignes maritimes et aux terminaux, et qui est développée avec des échanges EDI basiques et un développement web, partage de données. Par contre, des fois, il y a des technologies avancées comme la blockchain qui permet des smart contracts et d'avoir le contrôle business dans les smart contracts et qui permettent d'automatiser des choses qui prenaient beaucoup de temps avant. C'est vraiment le use case. Et pour ça, nous, les IT, on a appris bien le métier avec nos collègues. Et les gens du métier, avec nous, ils ont appris les solutions technologiques et leur potentiel. Et c'est ensemble qu'on cherche les vrais use cases avec un bon return on investment, ensemble. C'est ça ce qu'il faut, c'est banaliser la technologie aux gens qui comprennent vraiment le potentiel de la technologie, ce qu'elle permet à faire. Comme ça, les business guys peuvent trouver les bons use cases. Donc, si je vous entends bien, il ne faut surtout pas laisser la digitalisation aux informaticiens. C'est ça le takeaway. Le principal takeaway d'aujourd'hui. Ensemble, j'ai dit ensemble. Non, il ne faut pas le laisser aux informaticiens. Surtout pas. Bien sûr. Ok. Voilà un bon takeaway. Moi, je vous avoue que j'ai un problème de fond avec la digitalisation. On n'arrête pas de revenir et de tourner autour. On parle de maturité. Ok ? Comment on peut aider le secteur de la logistique, et on a beaucoup de monde présent aujourd'hui, à entamer un projet, à entamer son chemin vers la digitalisation? J'ai compris le test, mais après, quand je faisais mon petit sondage tout à l'heure sur le WMS, TMS, OMS, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Parler d'EDI alors que vous êtes sur Excel, c'est peut-être un peu tôt. Je vais vous raconter une petite anecdote sur l'EDI. Quand j'ai quitté la France en 2004, on lançait l'EDI et on était en train de normaliser les échanges. Quand je suis revenu en 2014, je pensais que c'était derrière nous. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et aujourd'hui, en 2023, je vous garantis que tous les flux ne sont pas complètement digitalisés en France et en Europe. Non mais, typiquement, on traite aujourd'hui dans ce qu'on appelle, nous, l'EDI au sens large du terme, de l'Excel. Hein, ouais. Parce que il y a énormément d'échanges en Excel. Effectivement, il y a une maturité, mais même, je prends un cas, on est en train de travailler pour un distributeur spécialisé
en Europe, on est en train de digitaliser des flux factures PDF auprès de 1500 fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, ils sont traités en papier ou en mail. Enfin, ça revient à peu près au même. Donc, on est de toute façon obligé de s'adapter à cette maturité. Ce qui est important, c'est de pouvoir récupérer la data et de la traiter à un moment donné. Voilà. Oui, et comment cohabitent finalement des plateformes très avancées? Moi, je comprends qu'aujourd'hui, Tangemed est avancé. Je comprends que chez Kitea, vous êtes en train d'avancer, qu'il y a des retailers qui se digitalisent et qui lancent l'omnicanalité. Ce qu'on a vu, c'est l'émergence ensuite des places de marché. Donc finalement, je vends ce que j'ai en stock, mais je commence à vendre aussi ce que je n'ai pas en stock. Et comment j'entraîne avec moi l'ensemble des fournisseurs? Et donc finalement, comment je fais vivre mon assortiment en ligne? Alors, au niveau e-commerce, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez parlé de places de marché ou les marketplaces. Ça, c'est vraiment le niveau ultime de sophistication de la vente en ligne. Okay. Parce que déjà, il faut réussir à le faire pour soi, avec ses propres équipes, son propre stock. Et une fois qu'on a les outils et la maturité des process et l'excellence opérationnelle pour bien le faire pour soi, là, c'est là où on peut le faire pour les autres. C'est-à-dire être en mesure de lire les stocks des autres, s'assurer que le stock des autres est fiable, qu'on est capable de respecter une promesse client, même si nous ne maîtrisons pas la marchandise, elle n'est pas chez nous. Donc effectivement, il faut y aller par phase. Donc l'omnicanalité, c'est réussir à briser la frontière entre le canal digital ou e-commerce et nos magasins, mais aller à l'étape de la marketplace, c'est carrément un modèle au-dessus. Donc le challenge pour un retailer de devenir marketplace, effectivement, c'est déjà de maîtriser parfaitement la techno, maîtriser l'ensemble de ses process. Il faut vraiment être excellent. Donc pour devenir un Amazon-like, si on peut le dire, il faut être quasiment 5 étoiles sur l'ensemble des chantiers qu'il faut réaliser au niveau de la digitalisation. Bien connaître son client, maîtriser la data, excellence opérationnelle, stock bien suivi, techno fluide et évolutive. Et ensuite, il y a le volet marketing, bien sûr, pour se faire connaître, parce que voilà, n'est pas marketplace qui veut. C'est juste les top 3 qui peuvent survivre dans un monde où le client a accès à la même offre. C'est juste que c'est la promesse client la mieux réussie qui va faire la différence. Alors, le ministre nous disait ce matin qu'il fallait travailler les réseaux logistiques et les zones où on allait pouvoir implanter des entrepôts, et il comptait sur les opérateurs pour s'upgrader aussi en technologie. Donc il a parlé de digitalisation également. Alors on va faire un exercice un peu patate chaude. Ali l'a fait tout à l'heure avec Yann de Ferrodi. Allez, la supply chain digitale au Maroc en 2033. Repatate chaude. On ne l'a pas préparé la question. Donc là, c'est grosse patate chaude. Qui se lance? Vous y passerez tous. Il en faut. Moi, je vais bien me lancer parce que je confesse que je ne connais pas bien du tout, voire pas du tout la supply au Maroc. Ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui peuvent évoluer rapidement et des choses qui évoluent lentement. Par exemple, construire un entrepôt, ça prend du temps. Si on prend vraiment tout le process de je trouve le train en air, donc en fait, dire qu'on va multiplier par je ne sais pas combien les entrepôts en 10 ans, ben forcément c'est capé. Pareil, dire qu'on va faire du fret ferroviaire partout en disant ça c'est long. Voilà, il y a des choses qui sont longues et il y a des choses qui peuvent être plus rapides, comme la digitalisation, l'évolution des consommateurs. Ça, c'est un truc qui va très vite. Voilà, mais je n'irai pas plus loin parce que je connais vraiment pas assez bien. Moi, j'aimerais rebondir sur le fait que le consommateur marocain, en fait, est un consommateur très ouvert d'esprit, qui est ouvert sur le monde, qui a accès à l'information facilement aujourd'hui et qui compare. Donc, et qui met des nouveaux standards qui sont des standards internationaux. Donc, typiquement aujourd'hui, le meilleur du retail mondial, c'est Amazon. Ce n'est pas Walmart, ce n'est plus le cas. Donc Amazon a mis la barre très 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 haut, dans le sens où vous commandez ce matin, vous êtes livré l'après-midi. Même qui vous propose votre prochaine livraison. Elle est déjà en préparation, elle est déjà en shipping, alors que vous n'avez même pas encore appuyé sur le bouton acheter. Parce qu'ils font du prédictif. Ils ont des IA qui fonctionnent, qui travaillent. Alors, pour moi, dans 10 ans, le Maroc doit ambitionner justement de s'équiper, de se digitaliser, de faire en sorte justement que la logistique
soit suffisamment maillé et digitalisé pour réussir à faire du quick commerce pour n'importe quel produit et n'importe quel service. Ah, c'est intéressant ça. Le quick commerce, on vit une expérience incroyable avec le quick commerce en France. Il est né notamment en Turquie avec Getir. Et moi, je les ai vus, Getir, il y a plus de 10 ans quand ils se lançaient. Et au départ, c'est des gens qui sont des taxis et qui se disent comment je vais remplir mon taxi. Et ils ont importé le système du quick commerce. Donc le quick commerce, vous vous faites livrer en 30 minutes sur un assortiment très court. Donc grosso modo, on parlait de tacos and cheese tout à l'heure ou chicken tacos. C'est la bouteille de coca pour voir le match ou c'est ce genre de choses. Là, on a un problème de citoyen et on a un problème de consommateur qu'il faut qu'on réconcilie. De quoi a-t-on réellement besoin en 30 minutes? Et est-ce que ça, c'est vraiment le modèle ultime? Alors finalement, c'est le consommateur roi. Il est enfin roi. Moi, quand j'ai fait mes études au siècle précédent, on m'a appris en marketing que le client était roi. En fait, il ne l'était pas. Aujourd'hui, on l'est. Avec ce fameux ATAWAD, là, Anytime, Anywhere, Any Device, on décide de quand est-ce qu'on veut commander, quand est-ce qu'on veut se livrer, où, etc. Et vous pensez que c'est vraiment ça la vision ultime? Les États-Unis l'ont montré encore une fois. Je reprends l'exemple d'Amazon et voilà, Jeff Bezos, on sait aujourd'hui où est-ce qu'il se positionne en termes de pouvoir décisionnel. Mais en tout cas, Amazon a réussi à prouver que plus on est capable de livrer rapidement un client, plus il va commander. Voilà, aussi simple que ça. Donc, et aujourd'hui, voilà, les entreprises cherchent à maximiser leurs bénéfices et ça ne passera que par une digitalisation d'une logistique forte. Jérôme? Alors, digitalisation du flux logistique, ça je suis entièrement d'accord. Après, est-ce qu'on ne va pas arriver assez rapidement aussi au bout d'un modèle? Le consommateur est roi, oui, mais est-ce que le consommateur devient responsable? Dans le cadre typiquement du développement durable, qui est un sujet dont on ne peut quand même pas ignorer. Voilà. Est-ce que, qui peut dire dans 10 ans où on en sera? J'espère qu'on atteindra un niveau de maturité un peu plus rapide pour revenir à de la consommation raisonnable. Et dans les ports, alors, comment on évolue d'ici 2033? En fait, actuellement, nous, on a cherché vraiment à digitaliser le passage. Maintenant, on travaille sur l'automatisation du passage, toujours en utilisant la digitalisation et le IT. En 2020, je pense que là, on aura bien exploité toutes les nouvelles technologies, la blockchain, la AI, tout ça, on l'aurait vraiment mis sur terrain. C'est vrai qu'actuellement, nous, un projet, c'est sur 6 mois, 1 an et demi, parce que les technologies changent et après, on s'adapte. Greenland, c'est super. Greyland, Land, c'est un peu plus difficile. Mais je suis presque sûr que toutes ces technologies, on les aura adoptées et bien utilisées pour toujours les besoins traditionnels d'un port. Optimisation du passage portuaire, la qualité du service au client, simplification des procédures, les enjeux de la sécurité aussi. C'est comme ça que je vois. Ok, merci. Donc je comprends que cette supply chain rêvée de 2033, elle aura des infrastructures, en tout cas qui ont été initiées, qui seront en train d'arriver. J'ai entendu du multimodal j'ai entendu du multimodal, et bien sûr j'ai entendu un niveau ultime de digitalisation, donc mise à disposition de la donnée, sécurité de la donnée. Je crois que c'est un des enjeux majeurs, non? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sécuriser la donnée? On est certifié ISO 27001 depuis 5 ans. On refait. On est maintenant en cours d'audit. On est en train de refaire notre data center pour être Tier 3 compliant. Pour les technologies, il y a plein d'évolutions sur tous les systèmes actuels. On est en train même de mettre un système de management de continuité d'activité pour être certifié ISO 22301. Les tests d'intrusion interne et externe semestriellement qui sont faits par des prestataires externes, Data Protect au Maroc. On participe au cyberdrill organisé par la DGSSI et on travaille sur la création d'une architecture sécurisée via la création d'un réseau SaaS protégé.
et l'extension en continu de notre plateforme de sécurité, les firewalls, les web applicative firewall, les privileged access management system, tout ce qui va avec l'ISO 27001 comme prérequis. Merci. Jérôme? On souffre aussi en ce moment. On est en pleine audit ISO 27001. Hier, aujourd'hui et demain. Et je suis bien content d'être là. Mais c'est un sujet fondamental. Je pense que la maturité, alors là, elle est encore plus disparate, hein, y compris en Europe. Hein. Il y a de très très grands groupes qui ne se rendent pas compte du risque encouru et majeur, et on le voit hein, dans les statistiques, etc. Le nombre d'attaques explose. Et il faut impérativement dégager du budget sur de la sécurité informatique, c'est essentiel. Hein. Alors, je ne vends pas de la sécurité informatique, hein, donc je ne prêche pas pour ma parole, mais c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui et dans les prochaines années. Moi, j'ai quelque chose qui m'interroge. Quand on digitalise, on stocke de plus en plus de data. Vous êtes tous d'accord pour dire ça. Et il en faut de plus en plus. Okay, il ne faut pas qu'elle dorme. J'ai bien compris, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on la collecte à bon escient parce qu'on connaît notre projet. On a un objectif qu'on a construit avec le client, je l'ai bien noté aussi, mais on en stocke de plus en plus. Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai appris moi il y a très peu de temps. Les gros faiseurs aujourd'hui, Amazon Web Services, okay, Microsoft, qui sont les gros faiseurs de data center. C'est grâce à eux qu'on héberge toute la donnée qu'on collecte. Okay. Ils sont en train de mailler le territoire. Et là, je veux vous parler de la France, mais ça vous donnera une vision de ce que ça veut dire la digitalisation à l'outrance. Ils sont en train de créer des régions de data centers. Et une région, c'est quoi? C'est un triangle où vous avez 3 data centers distants d'une vingtaine de kilomètres chacun et qui consomment, vous êtes assis, 250 mégawatts d'électricité. C'est un réacteur nucléaire français. 250 mégawatts de puissance électrique consommée. Et moi, le citoyen, là, il reparle. Et il me dit, il y a peut-être une boucle à boucler entre la digitalisation et tout le bien que ça amène et la responsabilité qu'on a. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est quelque chose de précieux. Et au final, est-ce qu'on va vraiment pousser les feux toujours plus loin? Et là je vais devenir schizophrénique, et ça va être pour toi Arnaud, est-ce que des sujets d'intelligence artificielle, etc., peuvent pas nous aider à rationaliser finalement notre digital? Allez, je pousse ça jusqu'au bout. Alors, en fait, ce que nous on voit, et ce que je vois aussi dans mon entreprise, c'est que la supply chain ne produit pas tant de données que ça. Okay. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de ciblage client, là, on va capturer tous les clics, tous les comportements sur le site, tout ce qu'on peut capturer, et ça fait beaucoup de données. Maintenant, quand on veut numériser, enfin faire un jumeau numérique, par exemple, d'une supply, même en mettant chaque palette, chaque machin et tout, finalement, quand on est à granularité temporelle de 15 minutes, c'est déjà super bien. Si déjà on est capable de tout traquer à 15 minutes, c'est déjà très bien. Donc, même des centaines de milliers de palettes fois 15 minutes, fois une année, ben en fait, ça ne fait pas des pétaoctets de données. Je vais faire exprès, ce n'est pas de la big data par rapport au tracking d'un site web, de gens qui se baladent sur Amazon, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc déjà, le côté digitalisation interne des supplies, ce n'est pas ces ordres de grandeur-là. Il faut bien avoir ça en tête. Et pour commencer, ce n'est pas du tout ces ordres de grandeur-là. Et si on ne fait pas d'opérationnel, qu'on fait du tactique, c'est encore moins ces ordres de grandeur-là. Là, on est en tactique, vraiment, donc on est peut-être à des mailles à l'heure, à la mi-journée, des choses comme ça. Même sur l'ensemble du business, on va rester en giga, en téra. Voilà, donc c'est ça le besoin. Donc vraiment, il faut savoir de quoi on parle. Donc ça limite déjà le besoin d'avoir autant de data centers. Même si Microsoft, Google et Amazon adoraient nous vendre des pétaoctets de stockage et de traitement. Parce qu'en fait, au-delà du coût du stockage, il y a le coût du traitement. Le deuxième truc, c'est l'obsolescence des données. C'est-à-dire que quand on regarde par une supply, encore plus depuis le Covid et tout ce qu'on a déjà rappelé sur le fait que ça change tout le temps, la complexité et tout, une donnée qui a 3 ans, elle vaut plus grand-chose. Je
prends un exemple, tu veux étudier la saisonnalité de ton business. Tu dis, en fait, a priori, l'été, ça se passe comme ça. Quand il se met à, je sais pas, les vacances, ça se passe comme ça. La période des soldes, ça se passe comme ça. Voilà. Donc tout le business de la supply est généralement assez saisonnier. Mais en fait, remonter à plus de 3 ans pour définir tes saisonnalités, plus ça va et moins tes données sont justes, parce que par exemple, ton réseau va avoir évolué. Donc tu as rajouté un entrepôt, tu as ouvert une nouvelle agence, tu as changé les capacités. Donc en fait, les données que tu es en train d'observer ne sont plus compatibles avec la réalité de terrain. Donc c'est pareil, en fait, stocker des dizaines d'années de données, généralement, ça ne sert absolument à rien dans la supply. Enfin, ça, encore une fois, je simplifie très, mais donc tout ça pour dire que c'est pas la supply qui va remplir ces data centers-là. C'est d'autres usages. Et je pense, pour revenir, je crois que c'est Ali qui a pas mal insisté là-dessus, la supply, c'est quelque chose de vital pour l'économie d'un pays. La partie vitale de la supply ne remplira pas ces data centers-là. Donc d'un point de vue citoyen, on peut y aller, on peut digitaliser les supplies. Moi, je suis à l'aise avec ça. Par exemple, il faut y aller en conscience. Mais... Ok, merci. Un mot sur la place de l'intelligence artificielle, peut-être. Est-ce que vous commencez à en mettre en œuvre? Je l'ai entendu plusieurs fois dans votre bouche. Oui. Adil? On utilise machine learning pour le just-in-time. C'est en fait... Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le machine learning, etc., et les concepts de base de l'intelligence artificielle, en 2 mots, planter le sujet? Le machine learning, ça permet à la machine, via un grand set de data, d'apprendre des corrélations que l'humain ne ferait pas naturellement. Okay. Donc vous êtes en plein dedans? Oui, on a la refonte de notre système Port Management Information System qui va utiliser l'historique du passage des lignes maritimes. Et selon cet historique, selon le trajet, il va donner un meilleur estimé du temps d'arrivée du navire, ce qui va permettre au commandant du navire de décélérer ou d'accélérer pour arriver à un meilleur temps, ou qui va permettre aux autorités portuaires de mieux se préparer parce qu'ils vont savoir, ils auront une meilleure prédictibilité du temps d'arrivée du navire pour mieux l'accueillir. Ouais, donc vous travaillez le temps de traitement entre le moment où le navire va arriver et le moment où il repart. Parce que finalement. Sinon, on s'attend au navire qu'il arrive à 10h, mais qu'il va arriver à 11h. Ça aura un impact qui va chambouler parce qu'il y a d'autres navires qui seront déjà là. Mais si nous, on sait déjà à quelle heure il va arriver, ou que les opérations, à quelle heure ils vont se terminer, on a meilleur estimé, donc on peut mieux planifier nos opérations. Okay. Surtout qu'on est un port moderne qui peut faire un mouvement, virgule à la fois. On n'est pas un port fluvial, donc la prédiction est très importante pour nous. Okay. Mehdi, chez vous? Écoutez, pour l'intelligence artificielle, elle est utilisée à différents niveaux, donc je parle pour ce que nous faisons en e-commerce. ChatGPT, je pense que tout le monde connaît, donc on triche un petit peu sur nos fiches produits. On a quand même quelques milliers de références. Il faut avoir beaucoup d'inspiration pour créer un texte commercial intéressant avec les caractéristiques techniques. Donc voilà, on s'amuse à générer des textes uniques avec une petite révision humaine dessus. Donc on fait ça au niveau de la description commerciale, mais aussi sur le traitement de l'image. Donc dans notre domaine, l'image e-commerce, c'est la première chose qui vend. Donc on fait des retoucheries d'image avec des outils qui permettent d'améliorer l'aspect visuel. En fait. Et les prévisions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Arnaud, tu veux en dire 2 mots? Alors, les prévisions, c'est un vaste sujet. Ce qui marche très bien, c'est ce que vous disiez sur les simulations, le ETA, comme on appelle ça, l'estimation du temps d'arrivée d'un navire ou des camions. Ouais, ça, c'est super et ça c'est un retour sur investissement qui est génial. Le serpent de mer, c'est un peu les prévisions de demande ou les prévisions de vente. La grosse difficulté, comme d'habitude, c'est cette fameuse granularité. Alors moi, l'exemple, c'est un gars de Darty qui m'avait dit ça. Il nous disait en fait prédire combien de frigos je vais vendre dans telle région la semaine prochaine, facile. Prédire combien de frigos américains rouges de marque Smeg avec une porte à droite je vais vendre dans le Darty de Paris 17e, ça c'est impossible. Et en fait tout le sujet c'est
quel niveau de granularité fonctionne, sachant que si c'est pas assez fin, si c'est trop, les frigos dans telle région, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et si c'est trop précis, les résultats ne seront pas bons, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous, on voit, c'est que beaucoup, aujourd'hui, font de la prévision en utilisant des bonnes vieilles techniques de moyenne glissante, voilà, des choses statistiquement robustes, mais pas très, très complexes. Et les algos de machine learning, même à coup de réseau de neurones, d'arbres de décision, de ce qu'on veut, en fait, ça n'apporte pas tellement de gains. Donc, c'est les prévisions, c'est un peu le... En fait, je vais même aller plus loin. Les prévisions, c'est un peu ce qui a tué la perception de l'IA et du machine learning auprès des professionnels de la supply. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'occuper du chantier IA de France Supply Chain il y a 2 ans, il y avait une sorte de défiance vis-à-vis de ça. Les gens disaient, en fait, nous, on a testé l'IA, c'est nul, ça ne marche pas. Et en fait, j'ai commencé à essayer de comprendre. Et en fait, tous à peu près parlaient des prévisions de vente et de demande. Alors que, en fait, l'IA, il ne faut pas oublier qu'un optimiseur de tournée, ce n'est pas des réseaux de neurones, hein, c'est une autre branche de l'IA qui est la recherche opérationnelle, l'optimisation combinatoire, etc. Mais c'est l'IA. En fait, quand on a un algo qui est capable de trouver le meilleur ordre pour livrer des gens, alors que c'est super complexe et tout, c'est l'IA, il n'y a aucun doute. Ça rentre dans la définition de la communauté européenne, enfin, toutes les définitions que vous voulez. Et en fait, ça fait 2 ans que moi, je travaille pour réhabiliter l'IA en disant optimiser une tournée, c'est l'IA. Faire une simulation pour dire tel événement, quel va être l'impact, c'est l'IA. Évidemment, faire l'estimation de temps d'arrivée, c'est l'IA hyper utile. Tout ça, c'est très utile. Donc, il ne faut pas jeter comment on dit, le bain de l'IA ou l'eau de l'IA avec le bébé de... Enfin, voilà. Mais enfin, vous m'avez compris. Donc, tu vois, les prévisions de vente, c'est pas par ça qu'il faut commencer, je pense. Ok. Oui. Nous, dans le passage portuaire, on a plein de potentiel pour l'IA. Ça veut dire pour la sécurité. Actuellement, on travaille sur le passage portuaire pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation, la marque, la couleur. Ouais, c'est ça. L'empreinte des unités de fret, s'ils changent d'immatriculation pour les aspects de sécurité. L'IA a plein de potentiel pour le passage portuaire. Merci. Alors, je vais reboucler sur la question initiale. La question initiale de notre panel, c'était la logistique face aux évolutions technologiques et aux nouvelles pratiques digitales. Quand je vous écoute, en fait, la logistique, elle évolue avec, elle s'adapte. Elle s'adapte d'abord aux nouveaux comportements. Elle a inventé, ou la supply chain, on a inventé l'omnicanalité pour répondre aux besoins du consommateur. Pour ça, on a rajouté toujours plus de digital, toujours plus de couches de systèmes. Je comprends aussi que pour aller un coin plus loin, puisque finalement l'omnicanal, c'est, comme le disait Yann, c'est avant tout une question au-delà du parcours sans couture du client et de la suivi et du tracing et de la traçabilité, c'est finalement avoir la main mise sur ses stocks et être capable de router des commandes. Je simplifie à l'extrême, mais c'est beaucoup ça. Et donc c'est encore de la technologie en plus, c'est encore de la digitalisation en plus. Donc finalement, notre bonne vieille logistique de distribution qui marche avec Excel, vous pensez que ça va durer longtemps ? Est-ce qu'on peut encore continuer aujourd'hui à exploiter, quand on a un consommateur éclairé, comme le disait Mehdi, qui est informé, qui sait comment ça se passe et qui veut le meilleur, et c'est normal, est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps à finalement être peu équipé dans les entreprises? Encore une question piège. Allez Mehdi, il en faut un. Je pense que la réponse elle est dans la question. On n'aurait pas eu tous table ronde pour en parler. Bien évidemment que non. Excel a ses limites. Excel, c'est l'humain. Les flux vont se multiplier. La data aussi. Bien évidemment qu'il nous faut des outils. Bien évidemment qu'il faut de l'automatisation. Et je vous dis, pour moi, l'entreprise du futur, c'est une plateforme. C'est une plateforme numérique, avant tout. Le CEO d'aujourd'hui et de demain, qui a on va dire, réussi son passage dans ce millénaire, il est dans son salon et il pilote avec son smartphone. Et ce droit-là, il peut être octroyé à n'importe quel employé à son échelle. Donc typiquement, non, on ne peut pas rester avec l'Excel. Il faut aller vers des outils, il faut aller vers une hyperconnectivité.
et laisser les systèmes travailler avec de l'intelligence artificielle, avec le bon suivi, les bons reporting, et bien entendu, avoir des équipes sur le terrain qui, elles, sont bien équipées avec des outils similaires pour réussir à suivre le flux et suivre le mouvement. Bon, la salle, vous avez été un peu timide, hein. Vous ne nous avez pas trop interrompu. Du coup, je vais prendre quelques questions, si vous avez des questions maintenant. On a évoqué pas mal de sujets. Comme le disait Arnaud, on avait un panel de très haut niveau. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu. Non? Ok, tant mieux. Donc, y a-t-il des questions? Oui? Attends, je vais descendre avec un micro. Ah, c'est bon, merci. La digitalisation démarre par l'ouverture du micro. Oui, absolument. Donc, Laurent Simon, je suis en charge de la société SJL, qui est un logisticien et un transporteur au Maroc. Très intéressant et merci à tout le monde. Un des points et un des challenges que nous rencontrons, quand on parle de digitalisation, quand on parle de supply chain, dans supply chain, il y a chaîne. Donc, on arrive à maîtriser la digitalisation en interne, mais le gros problème, c'est tout l'écosystème, c'est toute la chaîne. Niveau transport, j'ai encore des clients qui demandent les CMR physiques avec une facture physique. Et donc, c'est tout le challenge que l'on rencontre. C'est au niveau de la chaîne, chacun va optimiser. Et c'est la collaboration qui est quelquefois difficile. Au niveau du port, ils ont fait des avancées fantastiques et merci de nous aider. Mais si la douane ne suit pas, les camions, ils restent en file indienne. Donc, c'est tout l'écosystème qui doit avancer en même temps. Et c'est un petit peu le challenge qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était juste pour partager ce commentaire. Merci, ouais. C'est effectivement plus un commentaire qu'une question, mais qui apporte beaucoup qui nous rappelle que dans supply chain, il y a chaîne et que finalement, une supply chain se calibre toujours sur son maillon le plus faible, malheureusement. Donc on aura beau avoir des maillons super forts, si l'ensemble n'est pas au même niveau de maturité, au final, ça fonctionne peu. Une autre question ou une autre remarque? Oui, monsieur. Oui, bonjour. En fait, c'est très intéressant en fait ce panel. On apprend tous les jours en fait avec les personnes de renommée. J'ai deux petites questions. La première question qui s'adresse directement à Rita. Vous me permettez parce que le Othmani. Donc, on parle beaucoup de la digitalisation, mais on oublie parfaitement la digitalisation des factures. Et surtout côté réglementaire. Donc je lui pose la question directement, est-ce qu'il y a des réformes réglementaires au niveau de la DGI pour que la facture papier remplace la facture digitalisée, c'est autrement dit électronique, comme ça se passe en France? Est-ce qu'il y a des réformes réglementaires? Je veux bien avoir une réponse. J'en ai posé beaucoup de questions à tout le monde, à la DGI, à la DD également, à tout le monde, aux associations. Je n'ai aucune réponse. Donc je veux bien avoir une réponse directe. Est-ce qu'il y a-t-il des réformes réglementaires sur la facture papier qui remplacera la facture électronique qui remplacera la facture papier? Voilà. J'ai la deuxième question. En fait, est-ce que l'intelligence artificielle a un impact direct sur les ressources? C'est-à-dire, elle va remplacer l'homme. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact direct sur les ressources humaines? Et cette question est posée à tout le monde. Je vous remercie. Merci. Rita? Bonjour et merci pour votre question. Je comprends effectivement que c'est un sujet qui est très épineux parce qu'on reçoit souvent des questions comme ça. Mais comme vous l'avez bien dit, ça relève en fait du périmètre de la DGI avant tout. Il y a un travail extraordinaire qui est déjà établi. On a vu une évolution vraiment importante et intéressante de la digitalisation de différentes interactions sur les différents services que propose la DGI. Partie de la digitalisation des factures qui concerne l'administration, mais effectivement, on n'est pas encore aussi informé par rapport à... Voilà. Tout de suite, mais c'est sûr que ça va venir parce que faut dire que la DGI a entamé vraiment un processus de transformation digitale, que ce soit
en interne ou vis-à-vis de son interaction avec le citoyen avec grand C et bien évidemment l'entreprise y compris. Donc ça nous donne des perspectives par rapport à ce qui va venir prochainement. Jérôme, tu voulais intervenir. Excusez-moi, à votre avis, il n'y a pas vous parlez de beaucoup de la digitalisation, effectivement. Donc la DG, tout le monde sera gagnant. La DG, déjà, le premier gagnant, c'est la DG, avec toutes les entreprises qui seront assujetties à la TVA. Donc c'est la DG qui est le premier gagnant, en fait. Vu ce qui se passe au Maroc et vu je dirais tout ce qui se passe, par exemple à Darbrellef, etc., s'il y aura facturation, etc. Donc c'est la DGI et c'est l'administration publique qui sera la première gagnante, en fait. Et tout le monde est gagnant, effectivement. On a compris et je crois que Jérôme veut aller dans votre sens. On même parlé de Darbrellef. En France, la fraude à la TVA, c'est 15 milliards par an d'euros. Au niveau européen, la fraude à la TVA, c'est à peu près 200 milliards d'euros. Il y a des grands chantiers donc, en Europe et dans le monde qui ont démarré. Ce sont des sujets complexes. En France, on est donc sur la loi de finances 2024, donc l'année prochaine, avec une obligation d'abord des plus gros acteurs sur la réception et puis sur un planning sur 3-4 ans. Donc je suis certain que le Maroc y viendra très rapidement. C'est un des enjeux importants, à la fois pour fluidifier, mais surtout pour lutter contre la fraude, entre autres à la TVA. Et donc, d'ailleurs, je suis prêt à ce qu'on travaille ensemble et qu'on aille faire un peu de lobbying. Et je suis sûr que la DGI l'entendra d'un très bon œil. Merci. Alors, deuxième question. Qui veut se lancer sur l'intelligence artificielle? Va-t-elle remplacer l'homme? Allez, Mehdi, Arnaud, soyez pas timides. Les deux parleront. Merci monsieur pour cette question qui est très philosophique finalement parce qu'on est à un tournant. Mon avis personnel sur la question, c'est peut-être. Il y a des chances. Il y a peut-être des métiers intellectuels qui vont peut-être qui vont devoir se réadapter. Donc c'est un petit peu comme l'invention du feu. À un moment donné, ça a permis de faire des grandes avancées, mais ça a aussi été parfois dangereux. Donc c'est ceux qui sauront travailler avec l'IA qui vont survivre et non pas ceux qui vont se faire tout simplement être défensifs face à l'IA qui vont survivre. Mais effectivement, c'est un game changer. Il ne faut pas jouer avec le feu. Je suis complètement d'accord avec ça. Après, il faut... alors, on dit toujours que oui, mais il y a des emplois qui seront détruits, d'autres qui seront créés, etc. Ce qui est plutôt vrai. Nous, quand on déploie nos solutions, du coup, je vais parler pour mon entreprise là. Quand on déploie nos solutions, en gros, ça peut faire un gain de temps pour les planificateurs de l'ordre de entre 30 et 80%. C'est-à-dire que je pense à un client, il y avait une équipe de 40 personnes qui mettaient une demi-journée à planifier des tournées assez complexes. Avec nous, il y a en gros 1 à 2 personnes qui font ça en 2 minutes. Bon, dit comme ça, du coup, ça veut dire que c'est assez violent. Sauf que pour de vrai, dans un algo, vous aurez toujours du mal à rentrer toutes les contraintes. Donc il y aura toujours ce qu'on entend souvent, l'intelligence opérationnelle qui sera nécessaire parce que tel truc n'a pas pu être rentré dans l'algo. Ah oui, mais on sait qu'en fait, sur tel entrepôt, si on arrive un peu plus tôt, on peut gagner tel truc. Et puis en fait, si c'est machin qui est en poste, à ce moment, on peut s'arranger parce qu'on peut rebondir. Enfin, il y a la vraie vie en fait. Et donc, évidemment, on n'est pas du tout passé de 40 à 2 personnes. Grosso modo, on a gardé presque la même taille d'équipe. Il y en a qui ont été réaffectés à d'autres choses. Et ça juste permet de mieux traiter le sujet. Ouais. Pour reprendre, est-ce que l'IA, si on s'en réfère à certains pères fondateurs de l'IA, donc Yann Lequin et Geoff Houghton, qui étaient ceux qui ont eu le prix Nobel d'informatique pour la découverte des réseaux de neurones, le prix Turing, il y a eu une petite bataille sur Twitter entre les deux parce que Houghton avait dit il y a 10 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus un seul radiologue. Avec les techniques de reconnaissance d'image, en fait, il n'y aura plus besoin de radiologistes, ceux qui radiologistes, ceux qui analysent les radios, parce que l'IA fera beaucoup mieux ça qu'eux. Bon, en fait, aujourd'hui, il y a plutôt plus de radiologistes qu'avant. C'est juste que, par contre, la qualité de leur diagnostic a vraiment augmenté de façon spectaculaire. Et du coup, c'est Yann Lequin qui disait, en fait, regardez, non, ça ne détruit pas des emplois, parce que même Houghton s'est planté sur les radiologistes.
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse, mais en tout cas, c'est une anecdote qui est vraie. Merci. Oui. Merci. Allez-y, Oui. allez-y. Merci beaucoup. Je vous remercie déjà pour votre débat. Il est très enrichissant. Ma question, c'est comment envisagez-vous l'évolution du rôle de l'être humain dans la supply chain management à mesure que la digitalisation progresse? C'est-à-dire, on aura une redéfinition du rôle. Il y a des tâches qui seront supprimées si on utilise beaucoup de la digitalisation, et de nouvelles tâches qui seront affectées. Et en même temps, le défi, c'est comment faire l'équilibre entre l'homme et la machine. En même temps, et dernière question, quel type de formation et de compétences seront nécessaires pour les employés quand on sera dans le sens de la digitalisation? Merci. Alors, la cohabitation de l'homme, du digital, de la machine, comment ça va évoluer en matière de supply chain? Le rôle dans l'homme. Pendant que vous réfléchissez, je vais vous donner un élément d'éclairage. Chez JLL, on fait beaucoup d'études sur les supply chains de demain. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce n'est pas parce que vous automatisez un entrepôt qu'il y a moins de personnel. Je vais vous donner un ratio simple. Dans le monde du B2B, donc on est chez un retailer, dans un entrepôt de 100 000 m², vous pouvez le faire exploiter par 300 personnes. Dans le monde de l'omnicanal, dans un entrepôt automatisé de la même taille, 100 000 m², vous avez jusqu'à 2000 personnes en pic. Pas les mêmes gestes. Et pourtant, beaucoup plus de robotisation, beaucoup plus de process automatisés. Donc un début de réponse, c'est de vous dire que ce n'est pas parce qu'on automatise qu'on a moins besoin de gens. On a besoin de gens différents. Et en fait, ce qu'on automatise, c'est ce qui est à non-valeur ajoutée. Yann de Ferraudy en parlait tout à l'heure quand il parlait des cobots ou quand il parlait du déplacement de tous les process goods to man. On est bien là-dessus. Donc on est sur des hauts niveaux d'automatisation, sur des hauts niveaux de digitalisation, mais on a besoin de beaucoup de gens. Toujours. C'est une première brique de réponse. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, Rita. Très rapidement, de manière un peu transversale, sans parler en particulier du secteur de la supply chain. En fait, selon l'OCDE, 14% des emplois pourraient être automatisés, dont 32% sont susceptibles de changer de manière significative d'ici 2035. Et en fait, c'est en complément par rapport à ce que vous avez dit, c'est que la machine ne va pas forcément remplacer l'homme, mais on aura besoin d'emplois différents, de personnes peut-être à reconvertir vers les nouveaux métiers du digital. Et la machine ou bien le digital est là vraiment devrait être utilisé dans un sens de bienveillance. Typiquement dans l'industrie, par exemple, on va peut-être automatiser un process pour mieux protéger l'employé et lui permettre, ou bien l'ouvrier, lui permettre peut-être en revanche de pratiquer une autre tâche qui sera en complément par rapport à ce qu'accomplit la machine. Alors là aussi, je vais donner un exemple dans votre sens. Un géant français du monde agroalimentaire a, derrière ses usines d'embouteillage, monté des transstockers automatiques, donc des entrepôts 40 mètres de haut, complètement automatisés. Les palettes arrivent sur des convoyeurs, sont stockées, et déstockées et préparées et sortent directement. Ils ont supprimé 30 postes de caristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces caristes? Parce qu'il n'y avait plus besoin de caristes, manipulaient plus les palettes. Ils les ont transformés en conducteurs de ligne. Ils les ont accompagnés, ils les ont formés. Et donc aujourd'hui, plus de caristes dans l'entrepôt, par contre des conducteurs de ligne. Donc ils ont changé et fait évoluer leur personnel. On a gardé le même nombre de gens, on traite plus de flux, donc on est plus productif, mais on a changé de métier. Oui, Adil. Moi juste, j'ai un cas d'usage. On travaille actuellement avec SGL pour l'API, pour la déclaration de passage portuaire. Ouais. Avant, il y avait des commis qui se déplaçaient au port. Maintenant, ce sont plein de personnes dans le locaux de la société qui vont saisir les demandes de passage portuaire. Le business grandit, ils ont un bureau à Casa, à Gadir, à Tam, mais ils ne peuvent plus suivre. Et là, avec l'automatisation via les API, pour qu'une fois la donnée elle est prête dans leur warehouse management system, elle est envoyée en EDI, un autre système, pour faire cette déclaration, au lieu qu'une personne la fasse. Le business va encore évoluer et ils vont pouvoir recruter plus de personnes. C'est-à-dire où la société aura plus de business et plus de potentiel.
Oui, des fois, il faut reconvertir. Oui, des fois, une tâche qu'une personne, 10 personnes peuvent faire, là, c'est une personne qui va faire la tâche de ces 10 personnes. Mais il y a toujours de la reconversion. Il y a toujours le développement business qui permet de recruter d'autres personnes dans d'autres cas d'usage. Ok, merci. Quelqu'un veut compléter? Non, on est bon, merci. Une autre question dans la salle? Oui? Bonjour, je me présente, Mohamed Fennassi, je représente la société Otix, spécialisée dans la logistique et le transport. Alors, par rapport à la digitalisation de la supply chain, certes, il n'y a pas de doute que le bienfait de la digitalisation aujourd'hui n'est pas un débat. Par contre, il y a des craintes. Il y a des craintes. Si je reprends un peu l'exemple de Tangemet, aujourd'hui, si jamais il y a des défaillances, par exemple, au niveau des scanners ou bien de mauvais temps, quoi que ce soit, tout de suite, on fait face à un bottleneck qui est énorme et donc il va falloir attendre et être bloqué plusieurs jours. Maintenant, avec le lancement de chantiers de digitalisation, on va augmenter encore plus la dépendance à la techno et à l'énergie, puisque le port doit être tout le temps bien branché à l'électricité, sinon il n'y a rien qui va marcher. Et donc, la question est simple. Est-ce que dans le développement de ces projets de digitalisation, on prend bien en considération la notion de fonctionnement en mode dégradé? C'est-à-dire, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait et qui fait quoi? Voilà, merci. Merci pour cette excellente question. Tout à l'heure, je viens de parler de la certification ISO 27001, dont fait partie la disponibilité de l'information, en plus de l'intégrité et la sécurité, et la certification du système de management de continuité de l'activité. Parce qu'avant, quand on faisait un projet, toujours avant de démarrer, nous, les IT, on disait, regarde là, le mode dégradé, on le met à table avant qu'on démarre le projet. Parce qu'on a toujours besoin de sécurité. Le IT, maintenant, c'est plus question. Parce qu'avant, on pouvait avoir un nombre d'opérations et qu'on pouvait avoir le fallback sur le mode dégradé. Maintenant, avec la digitalisation, on va faire 10 fois plus. Et en mode dégradé, on ne peut pas faire ce flux, on ne peut pas gérer ce flux. Ça veut dire que la digitalisation, certaines parties, devient indispensable. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Si elle s'arrête, la supply chain s'arrête. Donc, il faut investir dans les mesures de continuité d'activité et on investit pleinement. Par contre, le cas du scanner, c'est une contrainte de sécurité et c'est des coûts faramineux. On ne peut pas mettre autant de scanners. On est à 100% au scannage à l'export. C'est des taux qui n'existent. C'est très exceptionnel. Alors, je ne pense pas qu'on va compter ça sur la digitalisation. Et ça veut dire que vous allez jusqu'à doubler vos données en permanence pour être réversibles. On a le data center, vous avez sa copie immédiate. Immédiate, la duplication immédiate. Il faut tous les composants, pas de single failure point. Ouais. Il faut des architectures qui supportent microservices, qui supportent s'il y a des pannes et tout. Il faut dupliquer le backbone, il faut dupliquer les lignes télécom, il faut avoir un DNS local. C'est des investissements colossaux pour la continuité d'activité. Jérôme, oui, tu veux donc compléter? on sécurise et puis on redonde et on a aussi des solutions, y compris informatiques, dégradées. Je prends le cas, et ça arrive, ça arrive plus souvent qu'on le pense, un des leaders français de l'agroalimentaire qui traite 95% de son chiffre d'affaires par des flux EDI classiques. Il y a 3-4 semaines, et d'ailleurs nos équipes marocaines se sont beaucoup mobilisées pour traiter ça. Les flux, tous les flux entre les systèmes et ont été arrêtés pendant 36 heures. C'est une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, on est passé sur des solutions dégradées de backup informatique quand même, mais sur d'autres solutions pour traiter les flux critiques. Les flux qu'on ne peut pas arrêter, en particulier sur le fret, sur les livraisons, sur le fret, etc. Donc, on travaille de toute façon pour mettre en place des BCP, des PRA, des plans de reprise d'activité derrière, avec des doublons, de la sécurisation, mais aussi d'autres solutions dégradées pour pouvoir traiter. Ok. On va arriver à la fin, au terme de la conférence. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui? Au deuxième rang. À moins qu'il y en ait une derrière, je n'ai pas vu. Bonjour. Bonjour.
Je m'appelle Zakaria Al-Kharmali, je représente mon équipe de recherche, Management et Système d'information SCG Tanger. D'abord, je suis doctorant-chercheur à l'Université Abdelmalek Saadi. Alors, en effet, le fait de concevoir une stratégie visant à améliorer l'intelligence d'un entrepôt ou bien l'intelligence d'un port maritime. Cela, bien sûr, nécessite des efforts et une collaboration entre les différents acteurs, que ce soit les autorités portuaires, les transitaires, les compagnies maritimes et même les clients finaux. Alors, comment on peut assurer la maintenance logistique en ce qui concerne la gestion des données entre les différents acteurs? Et également, je peux savoir les nouvelles technologies sophistiquées utilisées dans ces tendances actuelles de la modernisation des ports. Merci. On est plutôt... La question, c'est la protection des données. Oui. Comment on peut assurer la maintenance logistique en ce qui concerne la gestion des données? La gestion des données. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par la maintenance? À part de ce qu'on vient de dire, toutes les réponses qu'on vient de donner pour la continuité d'activité, pour la sécurisation, à part ça, qu'est-ce que vous ciblez exactement? La maîtrise des flux informationnels. La maîtrise des flux informationnels. Oui, entre les différents acteurs. OK. Donc c'est la maintenance du niveau de service. C'est ce que je comprends. Enfin, oui, on a l'impression d'avoir répondu à la question en fait. Je reformule ma question. Ouais. Comment on peut mesurer la maturité de la supply chain digitale? OK. Oui, ça dépend des cas de figure, pas de souci. Pour nous, on a plein de mesures, mais il y a des mesures nobles qu'on a, par exemple, le transit time. Une unité, depuis sa déclaration jusqu'à le passage portuaire, on calcule ce transit time. De son transit time, on a tous les stakeholders, on a la douane, et nous, on a bien avancé dans la digitalisation suite à la poussée de la digitalisation de la douane. Et il y a le contrôle du scanner que notre ami vient de mentionner. Tout ça, on le calcule, et on calcule toutes les étapes, et on a ce KPI qu'on doit toujours améliorer. C'est un des KPI qu'on va mesurer et qui implique toutes les opérations et les interventions de toutes les parties prenantes dans le passage portuaire, depuis la déclaration jusqu'à l'arrivée à Algeciras, par exemple. On a des KPI comme ça que les exploitants, les dirigeants import, export et logistique suivent chaque jour, chaque heure, pour vraiment s'assurer de la qualité de service. Et il y a aussi tout un mécanisme à part la digitalisation software, il y a aussi la connectivité entre toutes les parties prenantes quand il y a l'embouteillage dont on vient de parler, quand il y a un problème avec les scanners, et pour vraiment débloquer la situation. Il y a un suivi 24 sur 24 des opérations. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et concernant les nouvelles technologies sophistiquées utilisées dans ces tendances actuelles de la modernisation des ports, par exemple? Nous, on a le reporting instantané qui va puiser l'information des solutions transactionnelles. Quand on digitalise, on a la data qui est déjà prête. Donc, on peut avoir les KPI en temps réel. Et même, il y a des opérations qui ne sont pas digitalisées. On va les remonter via différents mécanismes, téléphone, WhatsApp, et on va tous rassembler ça dans une seule plateforme pour donner cette information nécessaire aux gestionnaires pour s'assurer du bon passage. Ça veut dire qu'on n'a pas... Là où c'est déjà digitalisé, l'information est déjà prête. Là où ce n'est pas digitalisé, il faut quand même manuellement rapatrier l'information pour avoir les KPI nécessaires. Merci Adil. Mehdi, vous vouliez compléter? Oui, je vais compléter parce que je pense avoir compris la question de monsieur, la première, qui était, si je comprends bien, vous parlez du fait qu'il y a plusieurs partenaires logistiques dans la chaîne qui sont interconnectés entre eux, où il y a de la circulation d'informations entre leurs systèmes et leurs données, et parfois ils peuvent ne pas être d'accord. Parfois il peut y avoir un souci d'interconnexion ou autre. Et donc ça interpelle ou ça pose la question de la gouvernance. Est-ce qu'il y a une entité au-delà de tout cela qui va justement arbitrer, faire en sorte que justement
la chaîne fonctionne. Donc pour moi, c'est ça la vraie question. C'est quand on a plusieurs partenaires et plusieurs systèmes, quelle est l'autorité qui va faire en sorte que tout fonctionne correctement? Dans notre cas, c'est l'autorité portuaire, parce qu'elle traite un transporteur, il serait beaucoup plus à même à aller réclamer à l'autorité qu'à le réclamer à la douane. Donc nous, on le traite en tant que client et on essaie de faire en sorte, en collaboration avec toutes les parties prenantes, qui le traitent aussi comme client, bien sûr, pour s'assurer du passage portuaire. On est le front office. S'il y a une unité qui est bloquée, c'est l'autorité portuaire auquel il va s'adresser. Alors, oui. Oui, je pense que Simhedi a bel et bien raison. En réalité, cette question de gouvernance des chaînes logistiques est très importante. Tout à l'heure, on est passé, ce matin, on en a parlé à 2 ou 3 reprises, on a parlé de collaboration. Bah, c'est bien, il y a de la volonté. Mais bon, au-delà de la volonté, vous avez parlé de lois qui vont définir la sécurité de la chaîne logistique. Aujourd'hui, ça devient des responsabilités des grands donneurs d'ordre ou des grandes entreprises. Ben certainement, peut-être ils ont une maîtrise sur la production, ils ont une maîtrise sur un certain nombre d'outils, mais pas sur la chaîne logistique, surtout quand elle devient internationale. Donc probablement là, pour les défis à venir, il y a quelque chose, des questions à se poser sur la gouvernance des chaînes logistiques de manière générale. Peut-être aujourd'hui, l'outil, c'est la collaboration, la volonté commune, la digitalisation, mais au-delà de ces outils-là, il faut peut-être réfléchir encore plus loin, parce que derrière ça, tout ça, il y a une sécurisation d'approvisionnement pour des pays, pour des sociétés, pour des communautés. Parfois, c'est très névralgique et très important. Voilà, c'est plus un commentaire. Oui, merci pour votre commentaire. La disruption durant la période Covid des chaînes logistiques et des chaînes d'appro, on ne l'a pas réglée. Hein. Je pense que c'est un grand chantier qu'il va falloir sur lequel on doit tous travailler. Alors, on va conclure parce qu'on pourrait continuer et on pourra continuer, si vous voulez, nos discussions entre nous. Moi, ce que je comprends, c'est que la supply chain est digitalisée et le sera de plus en plus. Et si elle veut accompagner, et elle n'a pas le choix que d'accompagner les nouveaux modes de consommation, ça sera encore plus, toujours plus de digitalisation. En revanche, ce que je comprends, c'est que plus c'est digitalisé, plus il faut prévoir le risque, plus il faut être conscient de la sécurisation des données. Tu l'effleurais il y a 2 secondes, Jérôme, mais j'ai connu d'autres géants de l'agroalimentaire qui se sont plantés pendant 3 semaines. 3 semaines, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne. C'est des produits qui ont été jetés parce qu'il n'y a plus de commandes qui pouvaient passer, il n'y a plus de trésor qui pouvait rentrer, il n'y a plus d'ordre de fabrication qui pouvait être émis, etc. Parce que cyberattaque. Donc ça nous amène tous, les uns et les autres, à effectivement penser gouvernance, penser sécurité de la donnée, mais ça nous amène aussi tous à digitaliser nos propres supply chain et nos propres logistiques. Et je comprends qu'il y a du chemin. Il y a encore du chemin. Voilà, ce sera le mot de la conclusion. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci, messieurs, dames.